Mesdames et messieurs, l'éminent auteur Aldous Huxley. Le meilleur des mondes est une parabole fantastique sur la déshumanisation des êtres humains. Dans l'utopie négative décrite dans mon histoire, l'homme a été subordonné à ses propres inventions. Science, technologie, organisation sociale. Ces choses ont cessé de servir l'homme. Ils sont devenus ses maîtres. Le roman le plus ancien d'Huxley dépeint un avenir dystopique sous la dictature d'un État mondial où chaque aspect de la vie humaine est contrôlé, de la création en laboratoire jusqu'à la tombe. Il a qualifié l'histoire de fantastique, mais a écrit plus tard « Les prophéties de 1931 se réalisent bien plus tôt que je ne le pensais. Le cauchemar de l'organisation totale est apparu et nous attend maintenant au coin de la rue. » Avec l'essor des interfaces cerveau-ordinateur et des capteurs biométriques, etc., tous les corps, tous les cerveaux seraient connectés ensemble et vous ne pourrez pas suivre si vous êtes déconnecté du net. Toute vie sur Terre va être radicalement changée. C'est une fusion du monde physique, numérique et biologique. Cela change qui nous sommes. Ces gens en sont arrivés au point où ils sont ouvertement anti-humains. Tout sera surveillé. Les conséquences environnementales de chaque action humaine ne pourront se produire sans identification numérique. Une fois l'identité numérique mise en place, ce sera la fin de l'humanité. L'idéologie d'un monde dicté par la science est profondément enracinée. Il y a près d'un siècle, un mouvement s'est établi aux États-Unis, prônant que la population devrait être gouvernée par une élite d'experts, de scientifiques et d'universitaires sélectionnés plutôt que par des politiciens démocratiquement élus. Ils ont appelé ça la technocratie. Ces ingénieurs et scientifiques de l'Université de Columbia ont promu ce qu'ils pensaient être le remplacement du capitalisme et de la libre entreprise. Ce ne sera pas un système économique basé sur les prix. Cela va être basé sur les ressources et le contrôle de l'énergie. Ils pensaient que la science était la réponse à tout. Ils n'avaient aucune ossature spirituelle. Ils avaient une pensée très mécaniste. La définition était claire. La technocratie est la science de l'ingénierie sociale, le fonctionnement scientifique de l'ensemble du mécanisme social pour produire et distribuer des biens et des services à l'ensemble de la population. Le mouvement fut de courte durée, mais l'idée n'a jamais disparu. Comme nous le démontrerons, l'emprise sur les politiques et les ressources a toujours été l'ambition des puissances oligarchiques qui se trouvent derrière de nombreuses institutions mondiales d'aujourd'hui. Il me semble qu'il y a une très forte tendance vers la mondialisation, vers une centralisation ultime du contrôle entre les mains de fonctionnaires non élus au sein d'organisations supranationales. Le désir de contrôler les autres êtres humains est une histoire vieille comme le monde. Ils veulent toutes les ressources du monde dans leur poche. Ils ne veulent pas que vous ou moi ayons quoi que ce soit. C'est écrit partout sur le site web du Forum économique mondial. D'ici 2030, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. C'est une oxymore. Si vous n'avez rien à votre nom, vous n'en serez pas content. Le Forum économique mondial a peut-être qualifié cette phrase infâme de prédiction, mais elle se traduit en réalité par une déclaration d'intention de la part de ces courtiers aux pouvoirs mondiaux. Le tableau général est qu'une tentative est en cours pour faire s'effondrer la démocratie libérale, afin de la remplacer par une technocratie mondiale. Ce que j'appelle une omni-guerre est désormais en cours, ce qui signifie que la classe dirigeante transnationale est littéralement, et ce n'est pas une métaphore, en guerre avec le reste de l'humanité et a transformé en armes tout ce qu'elle peut. C'est un coup d'État. Ils peuvent retirer le pouvoir au Parlement et au pouvoir législatif et le consolider dans un système monétaire qui exerce un contrôle total. Ce contrôle est désormais entièrement réalisable, car les futurs contrôleurs disposent enfin des outils pour l'exécuter. Surveillance totale,
intelligence artificielle, identité numérique et monnaie numérique des banques centrales, le potentiel de contrôle social est gigantesque et potentiellement irréversible. Ce que nos experts décrivent est un monde dirigé par un groupe exclusif de banquiers et d'industriels qui affecte tous les aspects de notre vie. Ce que nous mangeons, ce que nous pouvons acheter, où nous voyageons, où nous vivons, et tout cela en contournant les gouvernements démocratiquement élus. On pourrait vous pardonner de penser qu'il s'agit d'une grande théorie du complot. Mais s'il vous plaît, considérez ceci. Le terme théorie du complot est devenu l'un des termes de propagande les plus efficaces de tous les temps pour mettre fin aux discussions et aux débats. C'est un cliché qui met fin à la pensée, mais néanmoins, il est étonnamment efficace lorsque vous essayez de présenter calmement des preuves de manière factuelle et raisonnée. Dans ce film, nous vous présenterons des preuves que la prise de contrôle mondiale est non seulement possible, mais qu'elle se produit réellement et qu'elle se prépare depuis des décennies. Il prévoit de réquisitionner des terres, de réduire l'agriculture et de changer radicalement la nourriture que nous mangeons, de transformer l'approvisionnement en électricité, puis de dicter la façon dont nous l'utilisons et de remplacer la monnaie par un système de crédit sous leur contrôle. C'est un modèle classique. Pour gagner la guerre, prenez le contrôle de la nourriture, de l'énergie et de l'argent. C'est la clé. Ces trois stratégies reposent sur le principe de la crise climatique causée par le dioxyde de carbone, un gaz vital au maintien de la vie sur notre planète. Et si toute l'histoire du carbone n'était qu'un mensonge gigantesque, une manœuvre politique pour établir leur nouveau monde? Un gros mensonge est un mensonge qui est raconté à une telle échelle que les gens ordinaires n'imagineraient tout simplement pas que cela soit possible. Les personnes empathiques ne peuvent pas comprendre qu'un groupe de personnes puisse s'organiser et commettre ce genre d'atrocités de masse pour arriver là où ils veulent aller. Il n'est pas surprenant que ce soit les barons de la finance qui prennent les décisions. Et ce n'est certainement pas une théorie du complot lorsque les dirigeants bancaires exposent leurs intentions. Nous sommes au bord d'un changement radical, ou nous sommes sur le point de le faire, et je le dis avec audace. Nous sommes sur le point d'abandonner le système monétaire et comptable traditionnel et d'en introduire un nouveau. Et la nouvelle comptabilité, ce que nous appelons la blockchain. Cela signifie numérique. Cela signifie avoir un enregistrement presque parfait de chaque transaction qui se produit dans l'économie. Et cela nous donnera une bien plus grande clarté sur ce qui se passe. Et cela soulève également d'énormes dangers en termes d'équilibre des pouvoirs entre les États et les citoyens. Nous évoluons vers un nouveau système financier, mais la population générale ne s'oriente pas vers un nouveau système financier. On passe à une grille de contrôle. La CBDC peut permettre aux agences gouvernementales et aux acteurs du secteur privé de programmer la création de contrats intelligents pour permettre des fonctions politiques ciblées, comme par exemple le paiement de prestations sociales, autre exemple le coupon de consommation, les bons d'alimentation. En programmant la CBDC, cet argent peut être précisément ciblé sur le type de personnes qui peuvent le posséder et sur le type d'utilisation qu'ils peuvent faire de cette monnaie. Une différence essentielle avec la CBDC est que la Banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et réglementations et que nous disposerons également de la technologie pour les faire respecter. Ils disent nous pouvons les contrôler avec des règles. Nous n'avons plus besoin de monnaie. Et donc, ce n'est plus un système financier ou un système monétaire. C'est un camp de concentration purement numérique. C'est un système d'esclavage. Quand Catherine Austin Fitts parle, nous devrions l'écouter. Elle est une ancienne banquière d'investissement de haut niveau à New York et a occupé un poste important dans la première administration de Bush, à Washington. Il existe peut-être des milliers de modèles de fonctionnement, mais vous aurez essentiellement la possibilité de choisir entre un compte bancaire ou une carte de crédit et de l'activer ou de la désactiver. Mon système d'incitation ne consiste pas à aller travailler dur et à gagner de l'argent.
Mon système d'incitation peut être basé sur la façon dont vous vous êtes comporté au cours des 5 dernières minutes, avec des bases de données accessibles H24 et 7 jours sur 7. Les CBDC, comme leur nom l'indique, seraient émises par des banques centrales, comme la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre, et non par des banques de détail. Cela signifierait la fin de l'argent liquide, et chaque transaction que vous effectuez serait transparente et conservée dans une base de données permanente. Fondamentalement, dans un régime d'émissions de CO2 net zéro, votre empreinte carbone pourrait être au cœur du système. Nous développons, grâce à la technologie, une capacité pour les consommateurs à mesurer leur propre empreinte carbone. Qu'est-ce que cela signifie? C'est là qu'ils voyagent, comment voyagent-ils, que mangent-ils, que consomment-ils sur la plateforme? Donc, un outil de suivi de l'empreinte carbone individuelle. Cela pourrait constituer l'infrastructure d'un système de crédit carbone. C'est un système totalitaire. Et si les gens n'en prennent pas conscience maintenant, il sera trop tard pour revenir en arrière. C'est un système à cliquer où il est très difficile, voire impossible de revenir en arrière. Mais pourquoi est-il temps de changer maintenant? Parce que le système est en crise. Le système monétaire et financier international est entré en crise en 2019. Mark Carney a parlé très ouvertement de la façon dont le système monétaire et financier international était effectivement à bout de souffle. Si vous étudiez l'histoire de la conception de la technocratie par les banquiers centraux, vous savez, lorsqu'ils ont créé la Fed, ils se sont dit, écoutez, ça ne peut pas durer éternellement. Il va falloir à un moment ou à un autre que quelqu'un s'y mette. Il va nous falloir un autre système. Et je dis ça parce que j'ai fait partie de ce groupe. Vous savez, je suis né et j'ai été élevé pour être un banquier central. Ils planifient des centaines d'années à l'avance. Comme on pouvait s'y attendre, les courtiers en argent semblent détenir toutes les cartes. En filigrane, la classe dirigeante doit-elle se protéger alors que l'intelligence artificielle menace de provoquer un chômage de masse? Et qu'adviendra-t-il de nos actifs existants si le système bancaire s'effondre et que l'argent disparaît du jour au lendemain? Dans un futur inconnu, une chose est sûre. Les identifiants numériques sont essentiels au projet. Si elles deviennent obligatoires, les données sur chaque détail de notre vie seront surveillées, stockées et monétisées. Rien, absolument rien ne restera privé. Pour les plus jeunes, c'est souvent parce qu'ils aiment la technologie. Ils sont tout à fait d'accord avec ça. Ils apprécient ça. Ils ne voient donc pas les dangers que la technologie peut apporter. Car comme le fait un trafiquant de drogue, vous nourrissez les gens, vous savez, avec des petites doses. Et tout est amusant. Et puis plus tard, quand vous les avez rendus accros, vous les nourrissez de choses dures et cela détruit leur vie. De la même manière, toute cette technologie est actuellement plutôt intéressante. Mais lorsque la monnaie numérique de la Banque centrale arrivera, que le contrôle et les systèmes de censure seront mis en place, les jeunes se rendront compte trop tard, dans de nombreux cas, qu'ils sont tombés dans un piège. Un homme qui connaît trop bien les dangers est Aman Jabi, qui a été à l'avant-garde du développement numérique dans la Silicon Valley, en Californie, pendant 25 ans. Il est parti lorsqu'il a reconnu le côté obscur de la technologie de surveillance, choisissant plutôt la paix et la beauté du Montana. C'est un expert en reconnaissance faciale. Il s'agit d'une technique utilisée pour identifier de manière unique les données biométriques de n'importe quel visage. Ainsi, dans un appareil comme votre smartphone et la plupart des smartphones modernes des 5 ou 6 dernières années, ils ont un module de caméra 3D à l'avant du téléphone que vous ne pouvez pas voir. À l'intérieur de ce module se trouve un projecteur proche infrarouge qui projette des dizaines de milliers de points rouges sur votre visage. Ces points sont ensuite déformés en fonction des contours et des traits de votre visage. Et il y a une caméra proche infrarouge qui prend une photo de cette distorsion, la capture et effectue ensuite une rétro-ingénierie du profil exact de votre visage. À plus long terme, la reconnaissance faciale sera utilisée pour déverrouiller votre identité numérique. Ceci constituera un outil de contrôle pour les agendas à venir. Des éléments de contrôle sont déjà présents parmi nous. Alexa, bonjour. Bonjour.
Vous n'êtes jamais seul chez vous. Et c'est pourquoi tous vos appareils à la maison et tous les appareils intelligents sont tous connectés sur un réseau sans fil. Beaucoup de ces appareils sont équipés de caméras et beaucoup sont équipés de microphones et surveillent ainsi tout en permanence. Vos appareils intelligents communiquent avec le compteur intelligent et lui envoient les données d'utilisation en temps réel. S'il y a également une caméra Ring dans votre maison, un réseau maillé est formé et tous vos appareils sont suivis dans la maison. Leur emplacement, leur utilisation et toutes les données sont transmises au serveur d'Amazon. Lorsque vous quittez votre domicile, tous les véhicules modernes sont connectés à Internet. Ainsi, votre véhicule est suivi en permanence. Lorsque vous passez sous une chaîne de poteaux LED intelligents et de lumières LED intelligentes sur l'autoroute et dans les rues de vos villes, ceux-ci forment un réseau sans fil et suivent votre véhicule. Ils suivent tous les appareils que vous utilisez, des smartphones aux montres connectées lorsque vous marchez dans la rue. Ainsi, des données sont collectées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en continu sur chaque être humain, dès qu'il se trouve sur un réseau sans fil. Et évidemment, ce n'est pas bon pour la santé, à cause de toutes les radiations électromagnétiques. À long terme, le plan est d'enfermer l'humanité dans des villes intelligentes, qui sont en quelque sorte des super-villes de 15 minutes. Ils ont vendu à tous les gouvernements étatiques et locaux et à tous les pays l'idée que les villes intelligentes sont axées sur la durabilité et le bien de la ville. Mais en réalité, le langage de l'ONU et du World Economic Forum et de leur livre blanc est complètement inversé. En réalité, leur surveillance vise à limiter la mobilité et à interdire la possession d'une voiture. À droite, le contrôle de surveillance via une grille LED et la raison pour laquelle l'éclairage intelligent est en train de mourir. La gestion de l'eau consiste à rationner l'eau. La pollution sonore est liée à la surveillance de la vitesse. La surveillance du trafic vise à limiter la mobilité. Et puis, bien sûr, la conservation de l'énergie consiste à rationner le chauffage, l'électricité et l'essence. Un autre concept que vous devriez connaître est appelé géolocalisation. Il s'agit d'une clôture invisible autour de vous, où vous ne pourrez pas aller au-delà d'un certain point et qui sera lié à votre identité numérique, de reconnaissance faciale et à votre contrôle d'accès. Votre logiciel de contrat intelligent peut désactiver votre monnaie numérique au-delà d'un certain point depuis votre domicile. Notre monde est devenu un panoptique numérique. Cela signifie que vous pouvez être surveillé, analysé, géré et monétisé. Les capitalistes de la surveillance gagnent déjà des milliards de dollars en vendant nos informations à de grandes entreprises. Parce que ce type de connaissances détaillées leur permet de prédire et d'influencer notre comportement. Pire encore, nos enfants sont exploités. Il existe de nombreux jeux de société et autres jeux qui sont déjà sur le marché depuis plus de 2 ans et qui ont des caméras à l'intérieur et sous ces écrans LED qui observent, notent et calibrent émotionnellement les visages de tous les enfants. Il en va de même pour tous les iPads utilisés dans les écoles. Ils manipulent tout le comportement des enfants par ce qu'ils affichent sur les écrans. Et les données sur les enfants présentent une grosse affaire. Il existe un concept appelé investissement à impact social sur lequel les gens devraient se renseigner. Si vos enfants sont à l'école, ils sont déjà négociés à Wall Street en temps réel. Ils peuvent parier sur des groupes d'enfants pour savoir s'ils réussiront ou non, s'ils deviendront informaticiens ou ingénieurs en environnement. Ainsi, les enfants sont devenus essentiellement une marchandise, et ce, depuis des années avec ce système. Et une fois qu'il sera pleinement en place, il sera utilisé pour contrôler entièrement le comportement des enfants, ainsi que la façon dont ils se comportent en ce qui concerne, vous savez, la diversité, l'équité, l'inclusion, etc. Les Chinois sont déjà allés plus loin. Les salles de classe sont équipées de robots qui analysent la santé et le niveau d'engagement des élèves. Les étudiants portent des uniformes équipés de puces qui suivent leur localisation. Il existe même des caméras de surveillance qui surveillent la fréquence à laquelle les étudiants consultent leur téléphone ou bâillent pendant les cours. Ces capteurs captent les signaux électriques envoyés par les neurones du cerveau. Les données neuronales sont ensuite envoyées en temps réel sur l'ordinateur de l'enseignant. Nous avons attiré ce réseau d'espionnage numérique au nom de la commodité, de la connectivité, de la sécurité et surtout du divertissement. Le monde 3D du cyberespace crée des vies virtuelles qui sont souvent plus excitantes que la réalité. Pourquoi cette technologie est-elle
développés. Tout cela pour l'aboutissement de cette prison numérique dont il n'y aura plus d'échappatoire une fois que tous les interrupteurs seront allumés. Le changement crucial serait l'introduction de ces identifiants numériques et du contrôle financier de la Banque centrale. Un monde de confiance zéro. Le Zero Trust repose sur un principe simple. Ne faites jamais confiance. Vérifiez toujours. Zero Trust est un protocole mis en œuvre par les entreprises de cybersécurité. Et cela signifie, nous ne vous faisons pas confiance. Vous devez prouver qui vous êtes à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, imaginez que vous passiez d'un monde d'autorisation implicite à un monde de refus par défaut. Dans le monde de demain, une fois que le Zero Trust sera mis en œuvre, dans le commerce de détail par exemple, tout sera derrière des portes en plexiglas avec une caméra 3D et ne sera déverrouillé que par votre identité numérique et votre reconnaissance faciale si vous disposez des crédits carbone disponibles dans votre monnaie numérique. Si vous avez atteint la limite de votre allocation, l'accès pourrait vous être refusé. Cela pourrait s'appliquer au carburant, au voyage, à la viande et aux produits laitiers, aux vêtements et aux autres biens de consommation, car tout dans la vie pourrait être évalué par son empreinte carbone. Même l'accès à Internet pourrait être refusé. Le nouveau monde du Zero Trust est en réalité un monde de verrous. C'est comme une prison inversée. Vous êtes censé être libre de vous déplacer, mais tout ce à quoi vous souhaitez accéder est verrouillé et doté d'une touche. La plupart des avancées scientifiques, y compris l'IA, apportent de grands avantages au monde. Ils peuvent améliorer et renforcer les efforts humains dans presque tous les domaines de la vie. Mais vous n'avez pas besoin d'être un scientifique pour voir le revers de la médaille. Ils sont constamment surveillés par des caméras de reconnaissance faciale capables d'associer instantanément un visage à un nom. Désormais, les Chinois sont également classés avec une note sur 950 points possibles. Pour l'instant, ce chiffre est une sorte de notation bancaire qui suit les habitudes de dépenses de chacun. Cela peut paraître effrayant, mais c'est comme ça ici. On y est habitué et de toute façon, on n'a pas le choix. Si vous pensez que cela ne pourrait pas se produire en Occident, demandez-vous pourquoi tant de caméras, de poteaux intelligents et de réseaux 5G sont installés dans vos quartiers. À Londres, la police utilise la surveillance par reconnaissance faciale. Sainsbury expérimente déjà l'IA. Merci d'avoir attendu. L'armoire va maintenant s'ouvrir. Dans les gares ferroviaires britanniques, la surveillance est testée pour collecter les données des voyageurs. Et à Oxford, ces barrières ont été installées par le Conseil dans le cadre de son plan urbain dit de 15 minutes. Mais ils ont été retirés à la suite de manifestations. Mais regardez ce qui les a remplacés dans ces rues résidentielles tranquilles. Comme les entreprises technologiques sont fières de nous le dire, les possibilités sont infinies. Nous avons développé la caméra en un capteur. La caméra ne capture pas seulement des vidéos. Il peut maintenant commencer à compter et à mesurer. Et à détecter. Grâce à sa capacité d'apprentissage en profondeur, la caméra est capable de générer des données précises et fiables et d'envoyer des notifications afin d'agir, le tout directement depuis la caméra. Et comme nos caméras ont une technologie ouverte, nous pouvons travailler avec différents partenaires analytiques du monde entier et faire ensemble à peu près tout ce que nous voulons. Notez qu'ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Les technologies numériques ont principalement un pouvoir analytique. Nous entrons maintenant dans le domaine du pouvoir prédictif. Mais l'étape suivante pourrait être de passer en mode prescriptif. Ce qui signifie que vous n'avez même plus besoin d'organiser des élections, parce que nous savons quel en sera le résultat. En fin de compte, nous sommes confrontés à une manipulation du système. Un monde où, au lieu que nous utilisions la technologie, c'est la technologie qui nous utilise. Mais qui tire vraiment les ficelles? La dynastie bancaire et pétrolière comme Rothschild et Rockefeller sont inévitablement mentionnés, tout comme les grands maîtres de la technologie d'aujourd'hui, y compris l'omniprésent Bill Gates. David Hughes apporte une vision plus large. Ce sont ceux qui possèdent les moyens de production qui sont capables de faire apparaître l'argent à partir de rien, qui contrôlent les médias et tous les autres moyens de production,
qui sont désormais utilisées comme armes contre le reste de la population mondiale. Catherine Austin Fitts, l'initiée du secteur bancaire, ajoute une pensée sinistre. Si vous connaissez leur nom, ils ne sont pas en haut. Quoi qu'il en soit, cette histoire de pouvoir d'argent et de manipulation par un petit groupe de personnes qui partagent des intérêts communs et la conviction que le monde a besoin d'un contrôle d'en haut pour une efficacité maximale. Comme nous le verrons, cela pourrait entraîner la destruction de l'industrie agricole au profit des aliments de laboratoire et une pénurie d'électricité en raison de la course au net zéro. Le net zéro signifie appauvrissement des gens ordinaires. Cela implique des changements fondamentaux dans leur mode de vie et les politiciens ne sont pas honnêtes avec la population à ce sujet. Étonnamment, le plan de transformation est intégré dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Apparemment, il s'agit d'une vision d'un monde meilleur. Excellences, Mesdames et Messieurs, je le répète, pris ensemble, le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'accord de Paris sur le climat offrent à l'humanité un plan directeur pour un mode de vie durable sur cette planète. New York City, fin septembre 2024. Le décor du sommet des Nations Unies sur le futur. Un rassemblement de pays membres pour renforcer et accélérer l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable, ODD. Le plan a un large spectre et regorge d'ambitions louables. Mais derrière ces cases délibérément lumineuses et colorées se cache un thème plus sombre. Un déplacement d'influence et potentiellement de pouvoir vers des organismes mondiaux non élus. La stratégie remonte au siècle dernier et la pression s'accroît, car les objectifs sont très loin derrière les cibles lors du grand relancement de 2015. 17 objectifs de développement durable inspirants, le SGS. Notre objectif est clair, notre mission est possible et notre destination est en vue. Pour mettre fin à la pauvreté et à la faim, lutter contre les inégalités, protéger notre planète et construire une vie digne pour tous. Il semble que ce soit un programme noble et ambitieux pour un monde parfait. Et qui pourrait contester ces aspirations? Mais d'après les critiques, les objectifs sont trompeurs. Alex Newman est un journaliste et animateur qui enquête sur ce sujet depuis 15 ans. Il a sa propre façon d'interpréter la rhétorique. Vous devez apprendre à parler ce que j'appelle l'UNES. Vous devez savoir ce que signifient les termes si vous voulez vraiment comprendre ce qui est discuté. Lorsqu'il parle de force de maintien de la paix ou du rôle du maintien de la paix des Nations Unies, il parle en fait des capacités de guerre des Nations Unies. Donc vous avez un double langage orwellien quand il parle de transparence. Et le plus souvent, il parle d'éliminer votre vie privée. Les droits de l'homme en sont un très bon exemple. Ils indiquent très clairement dans ce document que vos droits peuvent être restreints sous couvert d'ordre public ou de moralité ou quel que soit le cas. Et donc ils disent « voici vos droits », mais en passant ce ne sont pas vraiment des droits. Nous pouvons les révoquer à tout moment. L'ONU est remplie de contradictions de ce genre, comme par exemple quand il parle d'égalité des sexes, n'est-ce pas? Une personne normale dans le monde occidental pense que l'égalité des sexes signifie qu'une femme a le droit de gagner de l'argent, d'avoir des biens et d'avoir les mêmes droits et privilèges qu'un homme. Quand on regarde les individus qui dirigent ce mouvement au sein de l'ONU, on parle de féministes radicales. Vous parlez de gens qui sont intéressés par la dissolution du tissu familial. En examinant attentivement ces objectifs, il apparaît clairement que nous avons affaire à quelque chose de bien plus néfaste. Une fois que vous regardez au-delà du slogan marketing, avec ces slogans flous que nous allons mettre fin à la faim, qui ne sont que de la poudre aux yeux, vous réalisez que c'est un chèque en blanc pour un contrôle mondial totalitaire. L'auteur et militante Fouet Rosa Corral a dénoncé ce projet il y a plus de 10 ans. C'est la plus grande escroquerie en matière de relations publiques de l'histoire du monde. Mais c'est bien plus que cela. C'est un plan. Il s'agit d'un plan d'action visant à inventorier et à contrôler toutes les terres, toutes les eaux, tous les minéraux, toutes les plantes, tous les animaux, toutes les constructions, toutes les informations, toute l'énergie, tous les moyens de production et tous les êtres humains du monde.
Ce qui peut être mesuré, peut être géré et finalement monétisé. En fait, une étude de l'université de Yale a calculé que les ressources naturelles de la planète valent 5 000 milliards de dollars. Est-ce là la base du nouveau système monétaire mondial? Est-ce la raison profonde du projet des Nations Unies de réensauvager 50% de la Terre d'ici 2050? Ils parlent beaucoup de biodiversité. Ils veulent vous faire penser « Oh, nous allons préserver les toucans et les perroquets, et vous savez, tous les lézards ». Mais quand vous creusez vraiment la question, ce dont ils parlent, c'est de créer, et ils y travaillent actuellement, à une base de données internationale, avec pratiquement tout le matériel génétique de toutes les espèces de la planète. Et puis, ils veulent commencer à mélanger et à assortir tout ça. Bill Gates et tous ses amis veulent en fin de compte avoir le contrôle total de toute vie sur la planète. Est-ce une coïncidence si Bill Gates est devenu le plus grand propriétaire foncier d'Amérique, alors qu'il envisage de construire des villes intelligentes pour rassembler la population générale? Ce qui est indiscutable, c'est que les oligarques du monde des affaires sont intégrés à la politique des Nations Unies. Ils ne se soucient pas de la planète. Ils veulent juste rentrer dans un secteur financier. Et les financiers vont là où ils obtiennent de meilleurs rendements. Et il y a un mouvement vers la finance verte. Tout est une question de profit, ça n'a rien à voir avec la planète. Ce n'est pas une hypothèse. Sous le couvert du changement climatique et de la neutralité carbone, d'immenses fortunes se sont déjà accumulées. Prenons pour exemple les marchés d'échange du carbone. Les entreprises qui émettent trop de dioxyde de carbone peuvent acheter des crédits auprès d'entreprises au bilan carbone négatif. Mais de plus en plus de personnes paient un prix élevé pour compenser leur émission grâce à des programmes fonciers. Prairies, forêts, projets de conservation, etc. Certains sont légitimes, d'autres non. Dans tous les cas, les courtiers et les intermédiaires s'enrichissent sans avoir d'impact réel sur les émissions carbone. Nous avons également assisté à l'émergence d'entreprises d'actifs naturels dont le nom dit tout. Ils identifient un actif et émettent ensuite des actions sur cet actif. Sortis de nulle part, essentiellement. Et ils peuvent le vendre à des institutions financières, des gestionnaires d'actifs, des fonds souverains, puis ils rentrent en bourse et procèdent à des introductions boursières. Et ce financement est, disent-ils, destiné à préserver l'actif naturel. Mais ailleurs, ils disent que leur objectif principal, comme tant d'autres, est de générer des profits pour les actionnaires. Ça n'a rien à voir avec la préservation de l'environnement. C'est juste un point de discussion, qui, selon eux, restera ou se vendra. Nous sommes tous sur le même bateau, nous devons sauver la planète. Alors, laissons les banquiers créer un nouveau racket qui fait du monde naturel une garantie. Si tout ce qui existe dans la nature doit être échangé sur les marchés financiers, donnant une valeur à la terre sur laquelle nous marchons et à l'air que nous respirons, pourquoi nous, le public, n'avons-nous pas notre mot à dire? Il n'existe aucun moyen pour une personne ordinaire de faire une démarche auprès des Nations Unies. Fondamentalement, c'est antidémocratique. Ce qu'il a fait, c'est d'établir des relations avec des milliardaires. Dès le début, les riches et les puissants ont bénéficié d'une influence indue au sein du sanctuaire intérieur de l'ONU. En fait, la famille Rockefeller a financé en partie son siège social à Manhattan. Je vous remets, Monsieur Lee, le chèque de mon père. Merci, Monsieur Rockefeller. À eux tous, les membres de la famille Rockefeller ont financé des centaines d'organisations et ont ainsi étendu leur autorité sur la société civile, les institutions, le secteur bancaire, l'éducation et la politique mondiale. Les Rockefeller ont toujours cru à la gouvernance mondiale. Dans les années 1950, leur rapport de projet d'études spéciales déclarait « L'ONU est enfin le symbole de l'ordre mondial qui sera un jour construit ». En 1973, David Rockefeller a cofondé une organisation non gouvernementale qui détient encore aujourd'hui un pouvoir international. C'est la Commission trilatérale. Ces objectifs déclarés ont ravivé la technocratie et ont, à leur tour, planté des graines du programme de développement durable de l'ONU. Ils disaient à l'époque qu'ils allaient créer un nouvel ordre économique international. C'était partout dans la littérature. L'objectif du nouvel ordre économique international n'était pas de s'enrichir financièrement. Ils savaient déjà à l'époque que le système monétaire fiduciaire mondial allait finir par se désintégrer. L'objectif était donc de capturer les ressources physiques du monde. Historiquement, toutes les richesses proviennent du sol.
Il voulait prendre tout ce qu'il pouvait aux États-nations du monde et aux particuliers du monde et le mettre dans un fonds commun mondial où il l'administrerait et où il serait ceux qui obtiendraient les licences pour les ressources afin de les transformer et de fabriquer des choses. Les barons de la finance se considèrent depuis longtemps comme les maîtres de l'univers, manipulant les affaires mondiales par le biais d'institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'agenda 2030 est-il l'acte déterminant pour un contrôle total? Et quelle a été la réponse significative mondiale au Covid-19? Alors que le monde se reconstruit après les émissions du CO2, nous avons une occasion unique de réaliser des investissements qui renforceront l'économie, amélioreront la santé publique et lutteront contre le changement climatique pour les générations à venir. On pourrait se demander pourquoi l'ONU a besoin d'un acteur financier et médiatique multimilliardaire comme envoyé spécial, ou pourquoi McCartney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre qui a appelé à un nouveau système monétaire mondial, est l'envoyé spécial de l'ONU pour l'action climatique et la finance. Et puis, il y a Larry Fink, le patron de BlackRock, la plus grande société de gestion d'actifs au monde. Il est membre du conseil d'administration du Forum économique mondial et, comme nous le verrons, il a mené à bien les objectifs de l'ONU par le biais de stratégies d'investissement au cours des 20 dernières années. Ces trois principes sont ceux de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, en partenariat avec l'ONU. L'économie verte valant des milliers de milliards de dollars aux entreprises comme aux investisseurs, il est difficile de ne pas y voir un conflit d'intérêts. Les banquiers collectent-ils des fonds pour atteindre les objectifs des Nations Unies ou ces objectifs sont-ils un cheval de Troie visant à changer le système de contrôle financier du monde? Considérons maintenant les événements survenus à Jackson Hole, dans le Wyoming, en août 2019, seulement 3 mois avant l'épidémie de coronavirus. C'est à ce moment-là que McCartney a lancé son appel au changement et que BlackRock a proposé un nouveau mécanisme financier direct qui, en principe, permet aux banques centrales de canaliser les capitaux directement vers les grandes entreprises. Les banquiers centraux se sont donc réunis en 2019, les banquiers centraux du G7, et ont voté en faveur d'un Great Reset. Et la réinitialisation directe, dont l'opération Covid faisait partie, a fait un travail excellent et phénoménal en consolidant massivement le capital dans le contrôle central. Si vous regardez l'opération Covid d'un point de vue financier, il est absolument clair qu'il s'agissait d'une opération d'équilibrer les comptes. Ça a marché. Les grandes entreprises comme Amazon et d'autres ont été autorisées à poursuivre leurs activités. Dans le même temps, d'autres entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, ont été jugées comme non essentielles. Beaucoup d'entre elles ont été mises en faillite. Donc ce que nous avons vu, c'est un transfert de richesse mondiale de 3,3 milliards de dollars des classes ouvrières et moyennes vers cette sorte de brigade de milliardaires super riches. Les gens qui dirigeaient l'opération ont fait une fortune absolue. Économiquement, c'était une énorme prise. Il s'agissait de sommes colossales qui comprenaient des milliards de livres d'argent des contribuables versés aux sociétés pharmaceutiques pour les soi-disant vaccins. Quelle que soit la vérité autour du Covid, le docteur Hughes dit que la réponse a déployé des éléments dangereux de contrôle social, ce qu'il appelle la tromperie armée. Nous avons vu des techniques de choc et de stupeur appliquées pendant les confinements, techniques d'isolement, rendant la réalité étrange et menaçante. Tout cela a aidé à modeler profondément les esprits. Ce sont toutes des tactiques militaires bien connues. Regardez-les dans les yeux et dites-leur que vous faites tout ce que vous pouvez pour arrêter la propagation du Covid-19. Restez chez vous, protégez le NHS, sauvez des vies. Il s'agit en fait de techniques très violentes et très vicieuses qui ont été déployées contre la population dans plusieurs pays en même temps. Il s'agit de formes graves de violence psychologique. Je pense qu'une fois que le public commencera à comprendre, il y aura une réaction très sévère contre tout ce qui s'est passé. La population générale ne peut pas comprendre la psychopathie de la vision à laquelle elle est confrontée.
Ils ne peuvent donc pas comprendre qu'un groupe de personnes puisse organiser et perpétrer ce genre d'atrocités de masse pour arriver là où ils veulent aller. Soyez donc attentifs à l'Organisation mondiale de la santé, l'agence la plus puissante de l'ONU. Depuis le Covid, l'OMS a cherché à accroître ce pouvoir à des niveaux sans précédent, en modifiant son traité sur la pandémie, ainsi que les réglementations sanitaires internationales. L'un des principaux moteurs de cette initiative est Une seule santé. One Health est un concept qui a été créé pour permettre à l'OMS, avec ses documents, de prendre en charge la juridiction de tout ce qui se trouve dans le monde. En affirmant que le changement climatique, les animaux, les plantes, les systèmes d'eau et les écosystèmes sont tous au cœur de la santé. Cela place le directeur général de l'OMS dans une position clé pour influencer les événements mondiaux. Il y a également un autre conflit d'intérêts potentiel compte tenu du financement de l'OMS, notamment par le secteur pharmaceutique. Ces comptes pour 2022 montrent que 84% des revenus, soit 3 656 milliards de dollars, proviennent de donations volontaires. Les 4 principales sources de ces dons comprenaient la fondation Bill et Melinda Gates et Gavi, une alliance publique-privée pour les vaccins également fortement soutenue par Gates. Les gens voient l'OMS comme une organisation bienveillante et il existe encore des domaines dans lesquels l'OMS fait des choses utiles. Mais l'attention se porte désormais principalement sur une petite maladie dont les investisseurs peuvent tirer une grande richesse. Cela a fortement orienté l'attention de l'OMS vers cet agenda d'urgence qui est très trompeur. Les pandémies sont des événements très rares. C'est pourquoi nous avons maintenant une OMS qui promeut les vaccins en permanence, car c'est ce que les financements soutiennent. Ainsi, au lieu d'être une organisation mondiale de la santé, nous avons une organisation mondiale des vaccins, et cela semble être la seule chose qu'ils mettent en avant. Ce qu'il y a dans le traité n'a rien à voir avec la santé. Il s'agit d'un accord commercial, axé sur l'activité la plus rentable imaginable, celle de profiter des pandémies. L'autre partie consiste à mettre en place un vaste réseau de surveillance. On parle ici de 31 milliards de dollars par an. Ils doivent surveiller les variations des virus et ils les trouveront. Ils doivent juste décider s'il y a une menace, même si elle n'est pas réelle. Les experts se préparent à ce que l'on appelle la maladie X ou le prochain virus pandémique. Ils sont en train de créer une industrie pandémique supranationale qui s'auto-entretient. La dernière alerte était la variole du singe, renommée Mpox, qui est peu susceptible d'affecter la population générale. Néanmoins, l'OMS a agi. Le comité d'urgence s'est réuni et m'a informé que, selon lui, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale. Si vous pouvez déclarer l'état d'urgence et en tirer profit, il y a un gros problème, n'est-ce pas? Il s'agit essentiellement d'une extension des grandes entreprises de Big Pharma. Et l'OMS cherche essentiellement à devenir le bras marketing et de distribution dans le monde entier. Les gens pour lesquels nous nous battons ont vraiment le droit de posséder leur propre vie. Nous nous battons pour cette liberté, contre une sorte de structure autoritaire d'entreprise ou de structure médicale fasciste qui essaie clairement de nous imposer des intérêts. Des modifications à la réglementation de l'OMS devraient être votées dans les prochains mois. Au moment où nous parlons, le gouvernement britannique les soutient pleinement. Pendant ce temps, à l'instar de nombreuses autres institutions mondiales, l'OMS tente de faire taire les critiques et les dissidents en les qualifiant de désinformation. La science, dit-il, est établie. Les plateformes numériques sont utilisées à mauvais escient pour subvertir la science et diffuser de la désinformation et de la haine à des milliards de personnes. Cette menace mondiale claire et présente exige une action mondiale claire et coordonnée. J'ai une petite règle empirique pour diagnostiquer une arnaque à la centralisation. Si nous pouvons détecter 1. Une crise mondiale propagée, 2. N'admettant que des solutions mondiales, et 3. Dans lesquelles les voix dissidentes sont cruellement réduites au silence, alors nous avons avec une certitude absolue que nous avons affaire à une arnaque.
Contrôler, dicter, éliminer, débattre des caractéristiques d'un régime totalitaire. Et nulle part, l'ambition froide de domination des entreprises n'est plus évidente qu'au Forum économique mondial. Klaus Schwab a fondé le Forum économique mondial en 1971. Son mentor était Henry Kissinger, homme d'État, façonneur politique et proche confident des Rockefeller. L'organisation emploie aujourd'hui 800 personnes et propose des programmes dans les domaines des affaires, du monde universitaire et de la formation des futurs dirigeants mondiaux. C'est bien plus que sa célèbre réunion annuelle à Davos. Au cours des 50 dernières années, le Forum économique mondial est devenu une organisation extrêmement influente, avec toutes les grandes entreprises comme partie prenante ou administrateurs, et toutes finançant le Forum économique mondial pour finalement financer les plans du gouvernement mondial et l'agenda 2030 de l'ONU. Klaus Schwab est le visage public du capitalisme des parties prenantes, un système planifié de propriété et de contrôle centralisé, qui a peu à voir avec le processus démocratique et qui est dangereusement proche du communisme. Il s'agit d'un partenariat entre des entreprises mondiales, des gouvernements et ce que Schwab appelle la société civile, le NGOS, et les soi-disant groupes de réflexion. L'agenda est guidé par la finance, ce qui donne aux oligarques non élus et irresponsables une influence considérable, voire un contrôle sur la politique. Le Premier ministre britannique lui-même, ancien membre de la commission trilatérale, a déjà déclaré son intérêt. Il faut maintenant choisir entre Davos et Westminster. Davos. Pourquoi? Parce que Westminster est trop contraint. Et vous savez, c'est fermé. Et que nous n'avons aucun sens une fois que vous sortez de Westminster. Que ce soit à Davos ou ailleurs, vous vous engagez réellement avec des gens que vous pouvez voir travailler à l'avenir. Westminster n'est qu'un lieu de cris tribaux. Starmer semble oublier qu'il est élu par le peuple pour servir le peuple à travers le Parlement. C'est son devoir démocratique. Et alors qu'il refuse d'écouter nos agriculteurs, il divertit les mondialistes de Downing Street et redouble publiquement d'efforts pour défendre sa philosophie. Je suis déterminé à générer de la croissance, à créer de la richesse et à mettre plus d'argent dans la poche des gens. Cela ne peut être réalisé qu'en travaillant en partenariat avec des entreprises de premier plan comme BlackRock pour capitaliser sur la position du Royaume-Uni en tant que pôle d'investissement de premier plan au niveau mondial. Pour souligner l'influence des responsables politiques non élus et irresponsables, prenons l'exemple de ce document de 2004. Il a été commandé par l'ONU et produit par des institutions financières, dont la Banque mondiale. Il a cité une étude du Forum économique mondial. Le résultat a été l'émergence de mesures environnementales, sociales et de gouvernance, les ESG. L'ESG est une tentative de transformer le pouvoir financier en gouvernance sans passer par le processus démocratique, sans le processus normal d'élaboration des lois. Les critères ESG permettent aux grandes sociétés de gestion d'actifs, telles que BlackRock, d'imposer leur idéologie aux entreprises et aux consommateurs du monde entier par le biais de leur stratégie d'investissement. Le PDG milliardaire BlackRock, Larry Fink, également membre du conseil d'administration du World Economic Forum, rappelez-vous, c'est clair, il faut forcer les comportements. Si vous n'imposez pas de comportement, qu'il s'agisse de genre, de race ou simplement de la composition de votre équipe, vous allez être impacté. Maintenant, nous avons des questions d'éthique verte, d'éthique raciale et d'éthique de genre qui guident les décisions des entreprises sur qui peut avoir de l'argent, à quoi ils peuvent utiliser leur argent, comment ils vont se comporter dans la société et ce qu'ils vont en faire. C'est une nouvelle forme de pouvoir politique qui n'est pas responsable, qui n'est pas transparente et qui n'est pas démocratique. Nous, le public, sommes manipulés. Nos modes de vie, notre culture et notre avenir. Que ce soit par le biais d'idéologies woke forcées, de technologies intrusives, de soi-disant pandémies, de censure ou d'informations qui sont trop souvent de la propagande.
Votre conformité est essentielle à l'ordre du jour. Pour imposer des solutions mondiales, les dirigeants ont besoin que vous croyiez aux problèmes mondiaux. Le changement climatique est là. C'est terrifiant. Et ce n'est que le début. L'ère du réchauffement global est terminée. L'ère de l'ébullition mondiale est arrivée. Ce truc est totalement stupide. C'est difficile de croire qu'ils le font. Il n'y a pas d'urgence climatique. C'est une arnaque totale. S'ils sortaient et disaient « Hey, nous voulons détruire votre économie. Nous voulons détruire la classe moyenne de votre pays. Et en fin de compte, nous voulons faire de vous des esclaves du gouvernement mondial. » Ce n'est pas aussi attrayant que de dire que nous allons essayer de sauver la planète pour les générations futures. « 2024 avec la journée la plus chaude jamais enregistrée et les mois les plus chauds jamais enregistrés. Il est presque certain que ce sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. C'est une leçon magistrale de destruction du climat. Des déclarations comme celle-ci sont amplifiées par des images émouvantes provenant du monde entier. Mais est-ce que tout ceci est vrai ? Je ne pense pas qu'il y ait une crise climatique, et je base cela sur toutes les preuves et les ensembles de données climatiques que nous construisons pour répondre à des questions comme celle-là. En fait, nous utilisons des satellites pour surveiller la température mondiale, la véritable température globale de l'atmosphère. Et nous constatons qu'il y a une augmentation d'environ 1,5 degré par siècle, ce qui est certainement quelque chose de gérable et que la Terre a déjà connu. Comparé au XIXe siècle, qui a été le siècle le plus froid des 10 000 dernières années, nous sommes plus chauds, mais nous sommes à peu près aux mêmes températures qu'il y a 1000 ans, et certainement plus froids qu'il y a 5000 ou 8000 ans. John Christie est un climatologue très réputé, qui a développé la mesure de température précise à l'aide de satellites. Ces preuves constituent un inconvénient majeur pour l'industrie du changement climatique. Je ne suis pas populaire dans la plupart des communautés climatiques, c'est sûr, parce que une grande partie de la communauté climatique dépend des résultats des modèles climatiques. Des dizaines et des centaines de millions de dollars ont été investis dans l'industrie de la modélisation climatique. Et je montre, « Hé les gars, vous avez échoué !» Mais ils soutiennent l'ensemble du monde politique qui est favorable à cette logique. En 2017, quand je suis arrivé au travail, j'ai constaté qu'il y avait 7 impacts de balles dans notre bureau. Et donc, certaines personnes sont assez contrariées que les preuves que nous établissons et que nous montrons résistent à l'épreuve du temps et tiennent face aux contre-interrogatoires, et ceci ne correspond tout simplement pas à leurs préoccupations et à leurs désirs. Alors, examinons ces statistiques sur l'atmosphère terrestre. Nous avons 78% d'azote, 21% d'oxygène. Les autres gaz représentent moins de 1% et le dioxyde de carbone à peine 0,04%. La majorité de ces éléments sont naturels. Le CO2 produit par l'homme peut-il être vraiment un problème? Roy Spencer et moi partons du principe que tout le réchauffement que vous constatez est dû aux émissions de dioxyde de carbone. Et donc nous constatons que c'est un réchauffement assez modeste. Mais voyez-vous, c'est une grande hypothèse. Mère Nature est capable de réchauffer la planète sans émissions supplémentaires de CO2. Et donc nous disons simplement que le pire scénario est un réchauffement d'environ 1,5 degré. Et ceci n'est absolument pas catastrophique du tout. Au contraire, le dioxyde de carbone est vital pour la survie de la planète. Une concentration élevée de CO2 favorise la croissance des plantes. En fait, selon les chiffres de la NASA, le monde est devenu 14% plus vert au cours des 40 dernières années. Au cours de la dernière période froide avant l'industrialisation, il y a environ 200 ans, ce taux était inférieur à 300 parties par million. Et pendant les périodes glaciaires, c'était encore plus bas. Et c'est un niveau dangereux, car les plantes luttent et peinent à survivre lorsque le CO2 est à un niveau bas. Et ainsi, la biosphère devient moins diversifiée et moins disponible pour soutenir la vie animale. Donc un faible taux de CO2 n'est pas bon pour la planète dans son ensemble. Quelle est alors la logique derrière la décision du Royaume-Uni de dépenser 22 milliards de livres sterling dans des installations de capture de carbone? La plus grande controverse de toutes tourne autour des relevés effectués à partir des carottes de glace.
Les niveaux de CO2 peuvent être mesurés dans des bulles d'air emprisonnées dans la glace il y a des milliers d'années. En alignant ces températures, les scientifiques ont avancé que le dioxyde de carbone était la cause du réchauffement climatique. Cependant, un examen plus approfondi conduit à une conclusion inverse. Une fois que la température commence à augmenter, vous verrez le dioxyde de carbone augmenter environ 500 à 1000 ans plus tard. Donc le CO2 est en fait en retard sur le changement de température. Mais qu'en est-il des phénomènes météorologiques extrêmes qui se multiplient et sont provoqués par le changement climatique, selon tout le monde, du sommet des Nations Unies jusqu'en bas? Le professeur Christie affirme qu'il n'existe aucune donnée pour étayer ces affirmations. Nous constatons que pratiquement chacune de ces affirmations est fausse. Les extrêmes n'augmentent pas. Les ouragans n'augmentent pas en intensité ni en fréquence. Et il en va de même pour les tornades, les ouragans, les inondations ou les sécheresses. Ça se passe toujours comme ça, avec la variabilité naturelle. Pourquoi ne regardons-nous pas l'ensemble des données de surface qui sont constamment ajustées à la hausse? Pourquoi ne regardons-nous pas le record de 40,3 à Connexby, dont le Mint Office est très fier? Le 19 juillet 2022. Et lorsque nous avons fait une demande d'information sur la liberté d'expression au délit sceptique, nous avons découvert qu'il y avait 3 avions Typhon atterrissant sur une piste à côté de l'appareil de mesure. Connexby, comme ils l'appellent, est en fait la RAF de Connexby. C'est un aéroport militaire. La température a duré 60 secondes. Coller un thermomètre à l'arrière d'un avion en réaction n'est pas scientifiquement le meilleur endroit pour déterminer la mesure de la température. Surtout quand vous le transformez ensuite en une base de données mondiale dont dispose le Mint Office et que vous dites ensuite au cher Antonio Guterres que le globe est en ébullition. Tout ça, c'est du pipeau. Comment en sommes-nous arrivés au point où nous pensons que nous allons empêcher le mauvais temps de se produire en éliminant les combustibles fossiles est la chose la plus absurde et illogique que je puisse imaginer. Et le monde entier est pris dans cette absurdité. Alors, comment l'histoire du carbone a-t-elle pris racine? Rencontrer l'homme qui a inventé le changement climatique selon le Télégraphe. Son nom? Maurice Strong. Un magnat du pétrole associé de Rockefeller, et un homme doté d'un talent extraordinaire pour naviguer entre la haute finance, la politique et les Nations Unies. Strong était membre du très influent Club de Rome, une institution fondée en 1968 dans une propriété des Rockefeller, sur le lac Como en Italie. Un groupe de scientifiques, d'universitaires et d'industriels ont discuté de ce qu'ils considéraient comme une crise urgente, l'impact de l'activité humaine sur la planète. Je ne crois pas que nous puissions maintenir les tendances de croissance actuelles beaucoup plus longtemps, disons au-delà de la vie des enfants nés aujourd'hui. Pour prouver cette thèse, ils ont commandé une modélisation informatique au MIT. Cette recherche a jeté les bases d'un programme qui perdure depuis plus de 50 ans. Réduisez votre utilisation des voitures, consommez moins d'électricité, ayez moins d'enfants, limitez votre croissance. Tout cela a alimenté cette idéologie selon laquelle il y a trop de gens sur cette planète, il n'y a pas assez de ressources et qu'il faut faire quelque chose. Le monde naturel dans lequel l'homme vit et dont nous dépendons se détériore et en effet se détruit dans de nombreux cas à un rythme qui s'accélère et qui ne peut que continuer à s'accélérer, à moins que nous commencions à contrôler les activités qui ont cet impact destructeur. En 1975, le Club de Rome publie un deuxième rapport sur l'humanité à un tournant. La citation principale était révélatrice. Le monde a un cancer, et ce cancer, c'est l'homme. Le rapport concluait « La solution à ces crises ne peut être trouvée que dans un contexte mondial, avec une reconnaissance pleine et entière du système mondial émergent, d'un nouvel ordre économique mondial et d'un système mondial d'allocation des ressources. » Autrement dit, la technocratie. Un contrôle de tout en y incluant les populations. Mais si telle était la solution, un problème mondial était nécessaire. Le changement climatique apportait la réponse, comme l'a admis un document ultérieur du Club de Rome. Voici la citation de la page 115. En cherchant un nouvel ennemi pour nous unir, nous avons émis l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, les pénuries d'eau, la famine, etc. feraient l'affaire. Tous ces dangers sont causés par l'intervention humaine.
et seuls des changements d'attitude et de comportement peuvent les surmonter. Le véritable ennemi est donc l'humanité elle-même. On dirait vraiment qu'ils inventent le changement climatique. Ils l'ont inventé de toutes pièces, littéralement. Personne ne regarde vraiment ce livre en se disant « Eh bien voilà, ça n'a rien à voir avec la science. Ils ont tout inventé !» Il est intéressant de noter qu'en 1988, Maurice Strong avait joué un rôle déterminant dans la création du GIEC, l'entité principalement politique qui avait approuvé la thèse d'un petit groupe de scientifiques selon laquelle le dioxyde de carbone industriel était à l'origine du changement climatique. Depuis, le GIEC est resté prisonnier de cette théorie. Le coup de maître de Maurice Strong a eu lieu en 1992, lorsqu'il était secrétaire général du sommet de la Terre de l'ONU au Brésil. Il vit 179 nations s'engager dans un plan d'action mondiale. L'Agenda 21. Nous avons été l'espèce la plus prospère de tous les temps. Nous sommes désormais une espèce hors de contrôle. Personne ne remettrait en question la nécessité d'un environnement plus propre et de la protection de la nature. L'héritage de Strong perdure à travers le protocole de Kyoto, l'accord de Paris, l'Agenda 2030 et la campagne mondiale pour la neutralité carbone, le Net Zéro. Mais des questions subsistent quant à ses motivations et ses relations. Il était à l'origine du premier marché financier du carbone et fut l'un des directeurs fondateurs du Forum économique mondial. Il avait certainement un conflit d'intérêts avec son implication au sein du GIEC. Un sceptique pourrait se demander pourquoi la quasi-totalité des subventions de recherche, depuis près de 40 ans, ont été consacrées au développement des théories sur le dioxyde de carbone du GIEC, alors que quiconque soulève des questions est ridiculisé, ostracisé ou voit sa carrière bloquée. Le financement de ceux qui cherchent à déterminer la variabilité naturelle du système climatique pour expliquer ce qui s'est passé est tout simplement inexistant. Le gouvernement est très clair. Ils veulent une histoire catastrophique. Il n'existe aucun article scientifique prouvant de manière concluante que les humains ont une influence sur la totalité ou la majeure partie du climat mondial. S'il y en avait un, on ne finirait pas d'en entendre parler. Au lieu de ça, on entend les appels incessants des autorités du GIEC, ce groupe d'experts sur le changement climatique. De plus en plus de scientifiques et d'universitaires s'élèvent contre le GIEC. Près de 2000 personnes ont signé une déclaration affirmant qu'il n'y avait aucune urgence climatique. Notamment le professeur John Clauser, lauréat du prix Nobel, qui a écrit « Le discours populaire sur le changement climatique reflète une dangereuse corruption de la science qui menace l'économie mondiale et le bien-être de milliards de personnes. Nous devons mener un débat approfondi et honnête sur la science, et celui-ci doit avoir lieu au Parlement. Il faut en discuter dans les médias, il faut en débattre publiquement, et nous devons, en quelque sorte, faire remonter la vérité, si je puis dire, sur toute la science pour voir s'il y a vraiment une menace. » Ce débat est hautement improbable, car le mastodonte du net zéro continue de progresser avec des milliers de milliards en jeu. Ce qui est certain, c'est que les répercussions se répercuteront sur l'alimentation que nous consommons, ravager nos campagnes et avoir un impact désastreux sur notre approvisionnement énergétique. Si vous ne pouvez pas établir un plan crédible pour le net zéro, avec des objectifs pour 2025 et 2030, couvrant toutes vos opérations, vous ne devriez pas pouvoir faire du business. Eh bien, le net zéro est une folie. C'est de la pure folie. Je veux dire, l'idée que vous pouvez éliminer 85% de l'énergie mondiale provenant des hydrocarbures en moins de 30 ans et la remplacer par l'énergie solaire et l'éolien. Cela montre une absence totale d'effets économiques et sociétal. Cela montre simplement un manque de reconnaissance des progrès que nous avons réalisés au cours des 300 dernières années. Néanmoins, le net zéro est inscrit dans la loi britannique avec l'adoption par le gouvernement de la loi sur le changement climatique de 2008. Une réduction de 100% des émissions d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990 a été incluse plus tard dans un document de stratégie. Cependant, les experts affirment que cette politique est fondamentalement erronée. La course effrénée de l'Europe vers le net zéro est en réalité un suicide économique. Les politiciens appauvrissent délibérément les citoyens ordinaires et désindustrialisent délibérément l'Europe.
où les entreprises sont obligées de déménager vers des pays à une énergie bon marché, que ce soit les États-Unis qui pratiquent la fracturation hydraulique et ont du gaz bon marché, ou la Chine qui produit encore principalement de l'énergie avec du charbon. C'est un véritable suicide économique. La Chine continue d'ouvrir de nouvelles centrales électriques au charbon pour alimenter des usines qui fabriquent des éoliennes et des panneaux solaires qui sont ensuite vendus à l'Occident. En conséquence, la Chine émet près de 30% de gaz à effet de serre mondiaux, tandis que le Royaume-Uni est responsable de moins de 1%. En substance, les émissions de carbone sont simplement transférées vers une autre partie de la planète. Et tandis que la Chine s'enrichit, les ménages britanniques sont confrontés à un avenir sombre et coûteux. En réalité, cela aura pour effet d'empêcher les gens ordinaires d'avoir accès à l'électricité au moment où ils le souhaitent et à un prix qu'ils peuvent se permettre. Le problème principal est qu'il n'existe ni l'infrastructure ni la technologie nécessaire pour assurer un approvisionnement constant en électricité. La part effective du temps où l'énergie solaire génère de l'électricité au Royaume-Uni n'est que de 9%. Cela signifie que durant 90% du temps restant, l'énergie solaire fonctionne en dessous de sa capacité moyenne de production. Pour l'éolien terrestre, c'est environ 20 à 40%, et pour l'éolien offshore, c'est environ 30 à 50%. Cela veut dire qu'il y aura toujours des périodes où les énergies renouvelables ne produisent pas d'électricité, mais où il y a une demande d'électricité. Comme nous l'entendrons, le résultat net sera que l'offre sera rationnée. Cependant, la réalité ne semble pas préoccuper les militants. Je suis ici parce que je n'ai pas d'avenir. Je regarde certains de ces jeunes hystériques et certains de ces vieux hystériques aussi. Ils hurlent que le climat s'effondre et ce genre de choses. Et vous pensez que vous n'avez aucune idée de ce qui se passerait si vous supprimiez les hydrocarbures? Ils n'en ont aucune idée. Tu te retrouverais à travailler comme un serviteur, certainement comme tes ancêtres. Tu serais à trimer sur les terres, dans de grandes maisons avec des seigneurs de guerre, qu'on appelle aristocrates et tout ce genre de choses. Tu veux revenir à ça? Très bien, éliminons les hydrocarbures. Beaucoup de ces groupes de protestation apparemment populaires sont soutenus par des organisations telles que le Fonds d'urgence climatique, financé par des milliardaires comme la pétrolière Eileen Getty. Et s'ils prétendent être écologistes, ils ignorent commodément la vue d'ensemble. Des milliers d'éoliennes perturbent les eaux côtières, modifient les habitats, affectent la vie marine et tuent les oiseaux de mer. Les paysages sont dévastés par la production de lithium pour les batteries de voitures électriques et par les mines de cobalt en Afrique, où le travail des enfants contribue aux énormes profits des entreprises. Comment la perte de milliers de kilomètres carrés de terres agricoles au profit de vastes parcs solaires répondent-elles à l'objectif de biodiversité de l'ONU? Et combien les éoliennes sont-elles utiles lorsqu'elles gâchent le paysage visuellement, par la pollution sonore et en perturbant la faune dans l'air et au sol? Les magnifiques paysages montagneux du sud-ouest du pays de Galles en est un exemple frappant. Ce sont des paysages à couper le souffle par leur beauté, intacts et en grande partie épargnés par l'homme. Un havre de paix pour la faune, un lieu où la vie suit son cours naturel. Et pourtant, c'est ce qui est prévu. Des turbines géantes conçues pour l'offshore, atteignant 213 mètres de haut et éclipsant les forêts des collines. Un permis de construire est en cours de demande pour le parc énergétique de Bryn Cadwyn. Si vous en placez une dans le fond de la vallée, elle se trouverait à environ 40 mètres au-dessus du fond de la vallée. Donc ils sont au-dessus de l'horizon, mais ils ne les placent pas dans le fond de la vallée. Ils les mettent au sommet des collines. Elle se trouvera donc à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, projetant une ombre sur nos panneaux solaires. Justin Cutter vit en plein centre du projet de développement proposé. Il se bat pour préserver la campagne qu'il aime. Et de l'autre côté de la montagne, Jason et Josie Barker sont tout aussi affligés.
Ça ressemble beaucoup à une exploitation du récit de la crise climatique, comme preuve à l'appui. Donc on a l'impression que cette situation est abusée de manière considérable et qu'il y aura beaucoup de destruction au nom du bien, ce qui semble tout simplement complètement rétrograde. Et si nous voulons vraiment protéger la nature, la meilleure façon d'y parvenir serait de la laisser tranquille. Surtout dans les endroits les plus sauvages, il faut les laisser s'épanouir. On a clairement constaté qu'en étant ici, plus on y vit, plus on travaille avec la nature et qu'on l'encourage, plus elle revient. Tous ces épicéas là-haut devront être abattus pour laisser place aux éoliennes. Tout ça, tous les épicéas disparaîtront. Pour construire une turbine de 230 mètres, à cet endroit, il faudra une grue pour soulever le NLE de 240 tonnes jusqu'au sommet de la tour à environ 180 mètres de hauteur. Donc ils doivent stabiliser tout le terrain pour la grue, stabiliser le terrain pour la turbine elle-même, mettre un bouchon de béton dans le sol, composé de 1000 tonnes d'acier et de 4000 tonnes de béton, juste comme base. Elles devront être éclairées et cela supprimera le ciel étoilé. C'est totalement dévastateur. Ça serait simplement un désastre avec des dommages et des destructions catastrophiques. Les routes qui traversent ces vallées sont des vallées galloises. Elles sont toutes sinueuses. Ils vont devoir redresser les vallées. Là où il y a des collines abruptes, ils vont devoir niveler ces collines. Il y a une chute de 200 mètres dans la vallée elle-même. Ils vont donc devoir créer des pentes que des machines transportant des charges de 400 tonnes pourront réellement emprunter et gravir. Les habitants locaux soutiennent qu'il existe de bien meilleures façons de produire de l'énergie propre, comme d'installer des panneaux solaires sur des sites industriels. Les zones de beauté naturelle doivent être respectées. Il s'agit de préserver et de protéger cette terre sacrée. Nous devons nous exprimer et protéger l'environnement. Il y a tout simplement une quantité énorme de dégâts causés au nom de la sauvegarde de la planète. Cela nous amène à nous demander qu'est-ce que nous sauvons réellement si nous coulons de l'asphalte. Cela n'a absolument aucun sens dans ma tête. La prolifération des turbines et des panneaux solaires semble certainement en contradiction avec la protection de la biodiversité. Et les experts affirment que les aspects économiques ne sont tout simplement pas cohérents. Si nous voulons atteindre le net zéro, nous devons non seulement changer notre système électrique, mais nous devons également changer les 66% restants, voire plus, de nos besoins énergétiques restants. Et nous devons donc tripler la quantité d'énergie renouvelable simplement pour couvrir notre production actuelle d'électricité. Et puis nous devons encore tripler pour couvrir tous les autres usages. Comme vous savez, le transport, le chauffage des locaux et l'industrie. Il s'agit donc d'une augmentation de près de 10 fois de la quantité d'énergie renouvelable que nous produisons. Ralph Ellis a analysé 3 rapports gouvernementaux et affirme que tous ont largement sous-estimé les coûts. 2 des rapports ignorent la nécessité de ce secours crucial lorsque le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas. À l'heure actuelle, il s'agit du seul site de ce type, Dorwing au Pays de Galles. Mais selon les propres chiffres du gouvernement, Ellis estime que l'équivalent de 2000 Dorwings serait nécessaire. Le coût total s'élèverait à des milliers de milliards de livres. C'est un fantasme énergétique, car rien de tout ça n'a été pensé. Les centrales à batterie sont une alternative pour soutenir le réseau national, comme celle-ci, déjà construite en Australie. Mais encore une fois, leur offre est limitée. Nous sommes confrontés à une situation où, si les combustibles fossiles sont éliminés, il sera impossible de maintenir un approvisionnement constant en électricité. Vous ne pouvez pas mettre en place instantanément un nouvel approvisionnement. Donc ce que vous devez faire, c'est contrôler la demande. Et pour être honnête, ils sont assez ouverts à ce sujet. Si vous regardez le dernier article du National Grids sur ce sujet, il parle de gestion de la demande et le système est bien. L'électricité ne sera disponible à un prix que vous pourrez vous le permettre que lorsque le vent soufflera et que le soleil brillera. Si le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas, et que 1 ou 2 heures de stockage sur batterie sont épuisées, la seule façon de réduire la demande sera d'augmenter le prix de l'électricité pour que la demande chute au niveau de l'offre disponible.
Une partie du contrôle dont dispose le gouvernement ou une partie des moyens par lesquels il peut gérer la demande passe par l'utilisation de compteurs intelligents. En effet, les compteurs intelligents leur permettent d'établir des prix minute par minute, ce qui signifie qu'à mesure que la production d'énergie renouvelable intermittente augmente ou diminue, ils peuvent modifier le prix auquel vous pouvez utiliser l'électricité. Nous revenons à l'ère pré-industrielle, où la météo détermine notre mode de vie et notre consommation d'énergie. Un rapport financé par le gouvernement et réalisé par l'Organisation britannique de lutte contre les incendies indique que les objectifs ne seront pas atteints et par conséquent la consommation d'électricité devra être réduite. Ils disent que nous aurons un quart d'électricité d'ici 2050 et ils disent qu'il n'y aura plus de voyage. Il n'y aura plus de viande, ni de bœuf, ni d'agneau. Il y aura des restrictions sur les vêtements et nous vivrons dans des huttes en terre. Ce n'est pas exagéré, ils utilisent le mot terre. Les Nations Unies utilisent le mot bambou, terre impactée, débris de sol. C'est ce qu'ils écrivent. Mais qu'en est-il de l'affirmation selon laquelle les énergies renouvelables seront moins chères? Ce n'est pas ce que dit Derek Bertelsen. Nous pouvons également examiner les comptes de ces entreprises d'énergie renouvelable. Si nous les examinons, nous constatons que le coût de production est considérablement plus élevé que le prix du marché de l'électricité. Donc, sans subvention, ces entreprises d'énergie renouvelable feraient faillite. Ironiquement, la réduction anticipée de l'offre survient à un moment où la demande est sur le point de monter en flèche, avec l'explosion des systèmes de surveillance et de l'intelligence artificielle. Larry Fink de BlackRock prédit que d'ici 2030, les centres de données consommeront 30 fois plus d'énergie qu'une seule ville. D'où viendra ce pouvoir? Allons-nous le retirer du réseau? Que signifient les prix élevés de l'énergie pour tous les autres? Si c'est le cas, je pense que cela va poser d'énormes questions sociétales que nous n'avons pas encore abordées. Le côté négatif, oubliez son utilisation, mais sa simple production représente une puissance énorme. Si la course au net zéro affecte notre énergie, elle pourrait également avoir un effet dévastateur sur notre alimentation, à mesure que les politiques mondiales et la marche des entreprises s'accélèrent. L'agriculture est au cœur de nos vies depuis des générations. Mais pour les défenseurs du changement climatique, c'est soudain devenu une menace. Beaucoup de gens n'ont aucune idée que l'agriculture contribue à environ 33% de toutes les émissions mondiales. Vous ne pouvez pas continuer à réchauffer la planète tout en espérant la nourrir. Ça ne fonctionne pas. John Kerry n'a pas mentionné que l'agriculture et l'élevage contribuent à 100% à la production de nourriture dont nous avons besoin. Donc, c'est un petit détail important qu'il aurait dû mentionner. Et je pense, ce à quoi nous avons affaire ici est en réalité une guerre mondiale contre l'agriculture. Je crois qu'ils détruisent notre infrastructure alimentaire en partie pour provoquer une crise, n'est-ce pas? Et je vous garantis, croyez-moi, que nous allons être confrontés à une crise alimentaire et ils diront que c'est le changement climatique. Je ne dirais pas qu'il s'agit de sauver la planète, non, je dirais plutôt qu'il s'agit d'un accaparement des terres, de profit et d'une privatisation de notre secteur alimentaire. Il s'agit en fait d'une industrie pharmaceutique qui prend le contrôle de l'approvisionnement alimentaire. S'ils peuvent faire passer tout le monde de la vraie nourriture à l'alimentation pharmaceutique, alors 100% de l'industrie agricole pourra passer par mes actions cotées en bourse et j'aurai le contrôle total. L'idée est donc de se débarrasser des agriculteurs, de tuer tous les aliments cultivés naturellement et de les fabriquer dans des usines et des laboratoires. Mais je peux vous assurer que ces gars ne mangent pas ça. Bill Gates est l'un des visages familiers du monde des affaires et il investit massivement dans la révolution alimentaire sous prétexte d'éviter un désastre climatique. Les vaches, à elles seules, représentent environ 6% des émissions mondiales. Nous devons donc changer de vache. Et pendant qu'il parle du problème perçu, Gates investit de l'argent dans la prétendue solution. Viande artificielle et culture génétiquement modifiée, il est crucial de noter que tout ce qui est inventé ou modifié peut être breveté. Le cœur de son agenda est qu'il veut faire dans l'agriculture et les produits pharmaceutiques puissent correspondre à ce qu'il a fait dans le monde informatique. Le véritable pouvoir, une richesse massive et incalculable, vient de la possession de la propriété intellectuelle et de sa monopolisation. Ils veulent faire en sorte que chaque organisme utilisé pour l'alimentation soit finalement sous leur contrôle, soit par l'imprimante 3D, soit par manipulation génétique.
Nous nous dirigeons donc maintenant, très rapidement, vers ce système alimentaire totalement centralisé, où une petite poignée d'intérêts corporatifs, en collusion avec un gouvernement totalitaire, domineront l'approvisionnement alimentaire, de sorte qu'il n'y aura plus qu'un gigantesque partenariat public-privé avec le contrôle total de toute la nourriture et de toute l'énergie. Et je crois que l'eau sera la prochaine étape. Alors que les machinations mondiales se poursuivent, des milliers d'agriculteurs craignent pour leur subsistance. Et le premier budget du nouveau gouvernement britannique a multiplié ces craintes. En réduisant les allègements fiscaux sur les successions, il pénalise ceux qui voudraient transmettre leur ferme à leurs fils ou à leurs filles. Le syndicat national des agriculteurs a décrit ce budget comme désastreux pour les exploitations familiales, qui priverait la prochaine génération de sa capacité à continuer de produire de la nourriture britannique et obligerait les agriculteurs à vendre leurs terres pour payer les taxes. Pour Callie Seaton, l'inquiétude va bien au-delà de sa ferme familiale à Cheshire. Cela me rend incroyablement triste que l'industrie laitière et de la viande soit si dénigrée. Vous ne trouverez jamais rien d'aussi complet sur le plan nutritionnel que le lait et la viande. Les aliments qui remplaceront le lait, la viande et tous les autres produits que nous produisons dans ce pays seront très pauvres en nutriments. Ils nous priveront de nutriments et les sociétés pharmaceutiques prendront probablement le relais. Tout ça crée un cercle vicieux de profit. Pas de ferme, pas de nourriture a été créé pour faire campagne contre la politique intenable du net zéro et du changement climatique. Les agriculteurs, dit Kelly, sont victimes d'une situation profondément injuste. Lorsque les voitures sont accusées d'être responsables du changement climatique, cela nous amène à tout remettre en question. Et je pense que c'est là que de nombreux agriculteurs se rendent compte qu'on nous raconte beaucoup de mensonges. Le problème avec le système carbone actuel est que de nombreuses grandes entreprises compensent leurs émissions de carbone. Ainsi, la plupart des producteurs laitiers, en particulier d'autres agriculteurs, doivent désormais enregistrer leur empreinte carbone sur des systèmes qui ne sont pas adaptés à leur objectif. Franchement, ce sont des chiffres farfelus, tirés du ciel. De plus, les grandes entreprises exploitent les données pour compenser leur émission de carbone et ainsi soigner leur image. Encore une fois, en même temps qu'ils nous frappent avec un bâton, ils nous disent que c'est nous qui tuons la planète avec nos vaches. Le méthane émis par le système digestif des vaches fait partie des arguments contre ces produits. Mais Kelly affirme que ce ne sont que des paroles en l'air. L'herbe qu'elle mange produirait la même quantité de méthane qu'elle la mange ou pas. D'accord, ils accélèrent ça. Mais l'autre chose qu'ils nous donnent, c'est ce fumier que nous mettons dans les champs pour les fertiliser et réduire nos dépenses d'achat d'engrais. À 320 km au sud, Edwards exploite 188 acres de campagne dans le Devon. Il ne fait pas partie du mouvement « Pas d'agriculteurs, pas de nourriture », mais il reconnaît que tout le discours sur les vaches et le changement climatique est faux. En tant qu'agriculteurs, nous recyclons le carbone en permanence. On peut donc nous définir comme des recycleurs de carbone. Nous sommes une ferme biologique produisant du bœuf, du mouton et des légumes. Nous utilisons un système assez traditionnel d'agriculture rotative. Nous aurons un champ qui produira une culture de brassicacées pendant une année, une culture non brassicacée pendant une autre année, comme des fèves ou du maïs doux, puis nous ferons une pause pour ce champ. On sème ensuite principalement un mélange d'herbes et de trèfle. Cela permet au sol de se régénérer après le travail que nous avons effectué dessus pendant la culture des légumes. Cela permet également à des plantes comme le trèfle de réintroduire de l'azote dans le sol. Le bétail est donc absolument essentiel au pâturage de ces prairies. Nous le fauchons également afin que le foin, l'ensillage que nous récoltons de ces champs, soit donné au bétail en hiver. La balle sur laquelle je suis assis, la litière sur laquelle ils se tiennent, tout a été fauché dans des zones très marécageuses de notre ferme. Les animaux ont ensuite déféqué dessus, nous compostons tout ça, et tout cela se répand principalement sur les terres où nous cultivons les légumes pour y apporter de la fertilité. Si vous retirez le bétail du système, vous n'avez plus de système. Les agriculteurs comme Edwards travaillent avec savoir-faire et passion, mais doivent néanmoins se conformer à un labyrinthe de règles et de réglementations gouvernementales, y compris la surveillance du carbone. Et maintenant, c'est la Terre elle-même qui est menacée. Des entreprises comme British Airways achètent des fermes pour planter des arbres afin de compenser leur émission de carbone, tandis que d'autres zones sont déclarées sites d'intérêt scientifique particulier, limitant ou même interdisant leur utilisation pour les cultures et l'élevage. Et puis, il y a les ODD des Nations Unies.
Objectif 15. Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres. Par conséquent, les programmes de retour à l'état sauvage ont un impact sur les terres agricoles du monde entier. Au Royaume-Uni, par exemple, le gouvernement prévoit de réserver plus de 3000 km² à la réhabilitation de la faune sauvage d'ici 2042. Cela représente une zone presque aussi grande que les Cornouailles. Aux États-Unis, les barrages sont supprimés et les cours d'eau rouverts, perturbant ainsi l'approvisionnement en eau des cultures. L'objectif 13 stipule prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences. En conséquence, le gouvernement néerlandais prévoit de fermer 3000 exploitations agricoles pour respecter les objectifs d'émissions de l'UE, ce qui suscite de nombreuses protestations. Au Danemark, les agriculteurs risquent de payer 96 € par vache, une taxe sur la viande inédite au monde. L'objectif 7 vise à garantir l'accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne. Conséquence, les terres cultivées disparaissent sous de vastes parcs solaires. Comment cela concorde-t-il avec les objectifs de l'ONU en matière de biodiversité, voire avec les objectifs d'éradiquer la faim? Cette question s'adresse peut-être à Ed Miliband, secrétaire d'État britannique à la sécurité énergétique et à la net zéro émission. Il a ouvert la voie à un immense parc solaire sur des terres agricoles de premier ordre en Angleterre orientale. Une zone suffisamment grande pour accueillir 1745 terrains de football. C'est un crime de soustraire des terres agricoles productives à des panneaux solaires qui ne sont pas recyclables et potentiellement peu productifs à l'avenir et qui ne nourrissent pas la planète. C'est absolument catastrophique. Nous sommes passés de 78% en 1984 à moins de 60% d'autosuffisance. Aujourd'hui, je pense que c'est environ 54%, un chiffre qui devrait encore baisser cette année. De plus, les agriculteurs britanniques sont payés pour ne pas produire de nourriture dans le cadre du programme comme l'incitation à l'agriculture durable. Kelly Seaton comprend que de nombreux agriculteurs acceptent cet argent pour équilibrer leurs comptes, mais elle lance un avertissement. Si vous voyez la quantité de fermes qui se vendent, le nombre d'exploitations agricoles en difficulté, nous nous dirigeons vers des pénuries alimentaires. Et je pense que nous finirons par consommer davantage d'aliments transformés, peut-être de la viande de laboratoire, et je pense que cela fait partie de leur plan. La pression sur l'agriculture est évidente. Notre approvisionnement en aliments naturels est réellement menacé, comme l'avait prédit le Forum économique mondial. Pire encore, Catherine Austin-Fitts affirme qu'avec une monnaie programmable, on n'aura pas le choix. Personne de sensé ne mangerait jamais ce genre de choses. Mais la réalité est qu'une fois qu'ils ont le contrôle de vos transactions, ils peuvent dicter quel aliment vous pouvez ou ne pouvez pas acheter. S'ils veulent que vous achetiez une pizza faite avec de la farine à base d'insectes, c'est ce que vous aurez. Il y a une crise énergétique, même si l'énergie est abondante. Il y a une crise alimentaire, même si la nourriture est abondante pour nourrir le monde. Il y a une crise d'eau, même si 70% de la surface de la Terre en est recouverte. Il y a une crise de l'air, où le CO2 est déclaré ennemi de l'humanité, même s'il est nécessaire à la vie sur Terre. Il y a une crise des ressources, même si elles sont abondantes pour subvenir aux besoins de tous. Qu'est-ce qui nous prend? Vous savez qui a créé toutes ces crises? Ils l'ont fait. C'est aussi clair que le nez au milieu du visage. Tout ça n'est qu'une imposture. Toutes les choses essentielles à la vie ont été déclarées rares, car elles sont contrôlables. Les architectes de ces projets mondialistes, tous les Kissinger, Rockefeller, Schwab, Carnes, Strong, Kasten, sont présentés comme des grands intellectuels. Mais il n'en est rien. Nous savons, en théorie comme en pratique, que la centralisation ne cause que des souffrances, car elle détruit les mécanismes de correction des erreurs, ce qui conduit à une multiplication des politiques défaillantes. Pourtant, le credo de la domination mondiale se poursuit à un rythme effréné, notamment sur les prétendus accords sur les pandémies de l'OMS. Son but, une seule santé, et en fin de compte, la mise en place de l'agenda 2030 des Nations Unies.
des diktats médicaux aux politiques de genre et raciales, en passant par le changement climatique, l'endoctrinement est profond. Les conseils locaux ont été aspirés par les tentacules du pouvoir mondial, ce qui les a incités à consacrer énormément de temps et d'argent public et des programmes climatiques sans en remettre en question la logique. Les conseils locaux ont pris ces mesures parce qu'ils font partie d'un réseau d'organisations écologistes à travers le Royaume-Uni ou parce qu'ils sont sous le lobbying de celui-ci. Par exemple, UCAS100, il y a aussi les villes C40 et les conventions mondiales des maires. Ces organisations exigent des autorités locales qu'elles signent des engagements stipulant qu'elles interdiront les voitures dans les rues. Nous allons rendre les gens végétariens ou restreindre certaines formes de commerce plus rapidement que nécessaire par le gouvernement national. Ils y sont parvenus grâce à la faiblesse de l'engagement démocratique au niveau local. Les décisions des électeurs sont totalement dépassées par l'influence de la masse verte essentiellement. Une organisation, Climate Emergency, UK, a mis en place un tableau de bord, un classement permettant de comparer les progrès des conseils. Cela a créé à la fois pression et opportunité. L'environnementaliste crée l'idée qu'un conseil local est un sauveur de la planète. Et bien sûr, certaines organisations, comme le UCAS100, flattent les personnes occupant ce poste. Elles les flattent et soulignent leur importance, alors que la plupart des citoyens les verront probablement et diront « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Ben Pyle souligne que ces organisations ne sont pas des initiatives locales. La société civile a été achetée et organisée autour des intérêts de ces philanthropes milliardaires. Les journaux et la télévision ne cessent de véhiculer la même histoire. Nous entendons parler de la menace du changement climatique depuis des décennies, mais nous ne pouvons plus l'ignorer. Ici, la crise climatique est bien réelle et la situation empire. Et en suivant ce discours et ce narratif, les médias grand public excluent de vastes pans de la science climatique. La BBC, qui le fait depuis 20 ans, en affirmant qu'il n'existe pas d'autre point de vue que le discours convenu, rend un très mauvais service à la science. Les journalistes et les présentateurs sont formés à la doctrine carbone par des organisations comme le Carbon Literacy Project, qui affirme avoir formé 1000 employés de la BBC. Parallèlement, Sky s'est associé à des psychologues de l'équipe des sciences du comportement pour produire cette initiative. Comment le pouvoir de la télévision peut-il inciter les téléspectateurs à décarboner leur mode de vie? Les recommandations comprenaient privilégier les contenus verts, augmenter le temps d'écran et donner plus de relief aux intrigues et aux scènes. Utiliser des contenus pour enfants afin d'encourager les comportements environnementaux positifs chez les enfants et leurs parents. Alors, dans ces conditions, comment peut-on croire à l'impartialité des reportages? On nous sert plutôt de la propagande, des déclarations que personne ne semble vouloir ou pouvoir remettre en question. Il est indéniable que les activités humaines sont responsables du changement climatique. Je peux prendre les médias actuels et presque n'importe quelle histoire climatique. Je peux écrire, je pense, une contre-analyse très efficace. C'est comme tirer sur des poissons dans un tonneau. C'est une pratique courante dans les médias mal informés et obéissant à un agenda. Cet agenda vise à alarmer les gouvernements et à les inciter à décarboner. Il existe une organisation à but non lucratif appelée Covering Climate Now. Sa mission est de promouvoir le récit. Elle interdit toute diffusion ou tout écrit qui va à l'encontre du discours officiel. Parmi les plus de 500 partenaires médias présents sur le site web de Covering Climate Now figurent Reuters, Bloomberg, ABC, CBS, MSNBC, NBC, Channel 4 News, The Guardian, The Daily Mirror, The Lancet, ainsi que plusieurs universités britanniques. Parmi les bailleurs de fonds de Covering Climate Now figurent le Rockefeller Family Fund, la Rockefeller Family et associés,
et le One Earth Fund. Il est vrai que les médias grand public ne rapportent qu'une seule version des faits et que la plupart d'entre eux sont à la solde des puissants qui tentent de mettre en œuvre ces changements. Je ne remets pas ça en question. Mais il est également vrai que les gens les écoutent de moins en moins et les lisent de moins en moins. Et nous voyons des médias indépendants avec des audiences bien plus importantes que les journaux traditionnels. Et je pense que ce phénomène va s'accélérer maintenant. Avec la montée en puissance des voix indépendantes, des institutions comme l'ONU, le Forum économique mondial, les big tech et les radiodiffuseurs comme la BBC déclarent la guerre à ce qu'ils appellent la désinformation et la malinformation. Ils n'apprécient pas les opinions qu'ils ne peuvent contrôler. Le combat pour la vérité est lancé. Les médias partisans, les conseils municipaux, obsédés sans oublier les universités, devraient être les premiers et derniers bastions de la recherche objective et du débat ouvert. Mais là aussi, il y a une histoire de pression extérieure. Avec la baisse des financements publics, le déficit a été comblé par d'autres sources, généralement des organisations privées, comme la Fondation Gates et Wellcome Trust. Invariablement, l'argent des organisations privées est associé à des intérêts particuliers. Selon le professeur Moss, ces intérêts particuliers orientent l'enseignement universitaire vers des objectifs commerciaux et des idéologies, ceci au détriment de la pensée critique et des résultats académiques. Une nouvelle initiative est le Réseau européen sur le climat et l'éducation à la santé dirigé par l'Université de Glasgow. Les étudiants en médecine ont été formés à accepter que la science du climat était un fait établi. Le changement climatique nuit de plus en plus à la santé publique. On pourrait dire que c'est la plus grande urgence sanitaire de notre époque, et je dois être prêt à contribuer à relever ce défi. Les résultats peuvent-ils être vraiment exempts de préjugés, lorsque l'OMS et de grandes entreprises pharmaceutiques figurent parmi les bailleurs de fonds? Cette nouvelle collaboration contribuera à former la prochaine génération de médecins aux compétences nécessaires pour traiter les impacts du changement climatique sur la santé et offrir des soins de santé plus durables. C'est pourquoi des leaders de la santé des secteurs publics et privés s'unissent pour soutenir ce nouveau réseau transformateur. Dès le début, les universitaires sont désormais conditionnés à orienter leurs recherches vers l'argent. Je trouve ça très dommageable lorsqu'il s'agit de rechercher la vérité sans crainte, où qu'elle mène. Cela n'arrive plus vraiment dans le monde universitaire. Il s'agit plutôt de rechercher l'argent, où qu'il mène. Cela me désespère. J'ai l'impression que la finalité même de l'enseignement universitaire a été subvertie. L'influence et l'ambition des grandes entreprises, l'expansion insidieuse de la pensée dite woke, la culture de l'annulation, la répression et la diffamation de ceux qui osent remettre en question. De manière choquante, le conditionnement commence dans les esprits les plus jeunes. Tous à bord pour les objectifs mondiaux. Cette année, Thomas et ses amis se sont associés aux Nations Unies. Le monde des jeunes enfants est censé être un monde d'innocence et de joie, mais il a été imprégné par les idéologies mondiales des Nations Unies. Si vous passez à l'objectif numéro 4, il traite exclusivement de l'éducation. Et quand vous pensez à l'éducation, il faut comprendre endoctrinement, les objectifs du développement durable. Sous la surface de tout ça, il y a un effort pour intégrer tous les enfants du monde dans un seul et même système mondialiste. Et ce qui est très remarquable, à mon avis, c'est que ça n'est même plus caché. Participer au mouvement mondial pour sauver notre planète de la destruction. Comment lutteras-tu contre le changement climatique? Essayez des repas sans viande. Réduisez votre consommation d'électricité. Donnez une seconde vie à vos vêtements. Si nous mourons, c'est un peu de ta faute. Et vous ne pouvez jamais ignorer Greta. Les yeux de toutes les générations futures sont tournés vers vous. Et si vous choisissez de nous décevoir, je vous le dis, nous ne vous le pardonnerons jamais.
Je ne veux pas que vous soyez plein d'espoir. Je veux que vous paniquiez. Nous voulons de l'action. Nous voulons de la justice. Agissons! Je veux que vous ressentiez la peur comme je la ressens tous les jours. Je veux que vous agissiez comme si la maison était en feu, car c'est le cas. Cette propagande qui alimente sans relâche la peur de diverses manières, que ce soit par la maladie ou le climat, je pense que ça a un impact très néfaste sur la santé mentale des jeunes. Les désastres qui continuent de frapper le monde naturel ont un élément en commun. L'augmentation sans précédent du nombre d'êtres humains sur la planète. Nous demandons aux enfants de croire qu'ils sont un fléau pour la planète. J'ai un problème avec les enfants qui croient d'emblée qu'ils ne devraient pas être là. Comment allons-nous les encourager à avoir une bonne santé mentale et un bien-être émotionnel s'ils croient que leur naissance est une catastrophe pour la planète? Cela ne les encourage pas à être des citoyens productifs qui contribuent activement à la société. S'ils doivent s'excuser de leur propre existence, je pense que c'est très dangereux. Et je pense que nous devons inverser cette tendance le plus rapidement possible. L'endoctrinement des enfants se manifeste également dans leur apprentissage. L'objectivité et la liberté de penser sont étouffées par la pression constante des agendas. J'ai mené une étude sur les manuels scolaires du secondaire pour comprendre ce qu'on y enseigne. Et mes conclusions sont extrêmement choquantes. J'ai constaté une acceptation sans réserve du changement climatique, des merveilleux vaccins et des aliments OGM. Face à ça, très peu de contre-arguments sont présentés. Si vous ne pouvez pas reproduire ces informations qui se trouvent dans les manuels scolaires, vous ne pouvez pas réussir dans ce système scolaire. Si un élève qui passe un examen de géographie, par exemple, et qui ne parle pas du changement climatique d'origine humaine, il a très peu de chances d'obtenir les meilleures notes. N'est-il pas surprenant que l'expression « pensée critique » n'apparaisse que dans deux matières, l'art et le design, et pas en histoire? Hormis cela, elle est totalement absente du programme national. Si nous avons un programme scolaire simplifié, nous freinons en réalité la capacité cérébrale et le potentiel intellectuel des enfants. Bien que les parents ne soient pas pleinement conscients de ces problèmes, beaucoup sont préoccupés de la tendance croissante des politiques de genre, y compris le transgenrisme. Un ancien directeur d'école raconte que sa municipalité conseillait aux enseignants de ne pas utiliser les mots garçon ou fille, de peur de mal genrer qui que ce soit. Le ministère de l'Éducation a lui aussi adhéré à ce genre d'idéologie woke. C'est comme si des points bonus étaient attribués à ceux qui adoptent le plus cette idéologie woke. Pourquoi tu te maquilles? Tu mets du rouge à lèvres et des paillettes? Parce que je trouve cela joli. Tu ne trouves pas ça joli? Ce que font les écoles, c'est d'engager des agences tierces pour fournir du matériel dans lequel ces tierces ont certainement un intérêt particulier. Et cela ne me poserait aucun problème si c'était le cas. Je suis là, à l'école, pour demander aux enfants de m'accepter tel que je suis. C'est très bien. Nous devons tous être tolérants et ouverts d'esprit dans une société diversifiée. Mon problème, c'est que ce qu'ils font réellement ressemble de plus en plus à une forme d'évangélisation qui dit « Voici qui je suis, et vous, vous pourriez l'être aussi. » Au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais une peluche fille, pas une peluche garçon. J'aimerais m'appeler Tilly, pas Thomas. Le langage est porteur de tant de significations et de messages. Et si les écoles encouragent la transition sociale, ce n'est pas un acte neutre, c'est un acte qui a un impact considérable. Le docteur Fraser est également très critique à l'égard des recommandations de l'OMS, suggérant que les enfants de 4 ans devraient être informés de la stimulation sexuelle. C'est nocif. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Et d'ailleurs, pour les enfants qui sont peut-être victimes d'abus sexuels de la part d'adultes, comment pourront-ils faire la différence entre ce qui se passe à la maison
si on les encourage à explorer cette part d'eux-mêmes dans le cadre du programme scolaire? Que faire d'organisations comme les Nations Unies ou l'OMS si nous recevons leurs directives sur l'éducation appropriée pour nos enfants? Comment dire « non, nous ne le ferons pas, nous voulons un changement ». Les enseignants sont envoyés en formation pour adhérer au dogme de la diversité, et beaucoup y adhèrent. Mais Fairclough affirme que ceux qui ne se taisent pas par crainte des représailles manquent à leur devoir. C'est un manquement à leur devoir légal, ainsi qu'à leur devoir moral, qui est de protéger les enfants contre tout préjudice. Je peux certainement dire que je me sens profondément déçu par la profession enseignante, car je n'entends personne s'exprimer au nom des enfants. Une éducation dictatoriale et mondialisée, un abrutissement en classe, la fluidité des genres, impact de la technologie. Nos enfants sont-ils préparés à une vie dans une prison numérique? Aujourd'hui, personne n'a la moindre idée de ce qu'il faut enseigner aux jeunes et de ce qui sera encore pertinent dans 20 ans. À mesure que les ordinateurs deviennent de plus en plus performants dans un nombre croissant de domaines, il est fort probable qu'ils nous surpassent dans la plupart des tâches et rendent les humains superflus. Et puis la grande question politique et économique du XXIe siècle sera « à quoi servent les êtres humains ?» Ou du moins, pourquoi avons-nous besoin d'autant d'êtres humains? Avez-vous une réponse dans le livre? Pour l'instant, la meilleure hypothèse est de les satisfaire avec des drogues et des jeux vidéo. Mais cet avenir ne semble pas très prometteur. Une prévision effrayante qui fait écho au livre « Le meilleur des mondes ». Un nouveau monde où les oligarques fournissaient effectivement drogue et divertissement pour que les gens apprennent à aimer leur esclavage. Pourtant, des nuages plus sombres se profilent à l'horizon. Le spectre du transhumanisme. En un sens, c'est la dernière pièce du puzzle. Si l'on veut obtenir un contrôle total sur tout et sur tous, il faut pouvoir implanter des technologies dans les corps humains. Et c'est exactement ce qui se passe. L'intelligence artificielle, le métaverse, les technologies néospatiales, et j'en passe, la biologie synthétique, dans 10 ans, notre vie sera complètement différente, profondément bouleversée. Et celui qui maîtrisera ces technologies, d'une manière ou d'une autre, sera le maître du monde. Ces technocrates modernes semblent attachés à la science et à la technologie au détriment de notre esprit et de notre ingéniosité humaine. Ils aspirent à un monde axé sur les données, robotisé et prévisible à tout égard, sans aucune place pour la créativité ni pour les choix individuels. Mais si l'objectif est et a toujours été la réduction de la population, peut-être sont-ils sur la bonne voie. Nous avons trop peur d'avoir des enfants, car nous avons le sentiment de nous diriger vers l'effondrement de la civilisation. Les moins de 35 ans sont plus susceptibles d'invoquer le changement climatique comme raison pour ne pas avoir d'enfants. J'ai décidé de ne pas avoir d'enfants pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Si je pense que l'avenir n'a aucune valeur, je n'aurai pas d'enfants. Si je pense qu'il y a de la valeur, j'en aurai. Je pense que ces idées se sont répandues comme des virus nuisibles et que beaucoup d'investissements ont été réalisés pour promouvoir ces idées extrêmement pessimistes. Au sommet de toutes ces idées très mauvaises se trouve une idée majeure que l'on peut appeler l'anti-humanisme. Le transhumanisme, le phénomène trans, le net zéro, les confinements, la réduction de la population, toutes ces idées sont en fait les vilains enfants de l'anti-humanisme. Il y a, selon moi, essentiellement deux idées concurrentes dans le monde actuel. L'une est que les humains sont la meilleure caractéristique de l'univers observable. Les seules créatures capables de pensée créative et de générosité, et d'expliquer le fonctionnement de la réalité, que les humains devraient être vénérés et chéris, que nous devrions planifier leur épanouissement, que nous devrions planifier l'épanouissement du plus grand nombre, que l'action humaine doit être respectée,
que les libertés civiles doivent être respectées et que l'imposition de politiques universelles imposées d'en haut à l'humanité est totalement incompatible avec ce genre de vision du monde. Face à eux se dressent ceux qui considèrent les humains comme des déchets à la surface d'un petit point bleu. Ceux qui considèrent l'humanité comme une sorte de fléau, ceux qui croient que la Terre a besoin de droits pour la protéger de ces horribles humains. Et je pense que c'est un reflet profondément triste de l'état de nos sociétés, que tant de personnes vivent dans ce dernier camp. Mais je n'en fais certainement pas partie. Nous pouvons tous résister à la tyrannie. Nous pouvons et devons nous battre pour ce qui compte vraiment, pour les personnes que nous aimons, pour l'équité que nous souhaitons et les libertés individuelles que nous voulons vivre. Nous ne devrions pas nous laisser intimider, ni accepter l'influence de ceux qui voudraient diviser notre société, que ce soit par race, par sexe, par culture ou par tout autre élément qui nous est cher. Et peut-être devrions-nous commencer par limiter notre dépendance à la technologie et à nous rappeler à quel point nous pouvons être créatifs. Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. On ne peut plus revenir en arrière. Cela signifie qu'au fil du temps, de plus en plus de personnes commencent à s'en rendre compte maintenant. Désormais, les pouvoirs en place n'ont pas d'autre choix que de continuer à promouvoir leur technocratie mondiale. Ce sont eux qui tentent de démolir de manière contrôlée la démocratie libérale. Ils n'ont qu'une seule voie à suivre, et ils foncent tout droit vers le désastre. De l'autre côté, nous, le peuple, n'avons pas d'autre choix que de lutter contre tout ça. Je ne m'attends pas à ce que nous puissions dire la vérité indéfiniment, sans conséquence. Mais nous devons continuer à le faire. Nous devons le faire pour le bien de nos enfants, pour le bien de l'humanité, pour le bien des générations à venir. Nous n'avons pas d'autre option que de nous opposer à ce mal. Si vous regardez où ça va, moi je n'y vais pas. Ok? Et que ce soit Dieu ou les dirigeants qui me fassent sortir, je m'en fiche. Je n'y vais pas. Et la meilleure façon d'y parvenir est de trouver un meilleur chemin. Et la seule façon de trouver une meilleure voie est de faire preuve de transparence. Si je veux vivre comme un être humain vertueux, j'ai besoin de vivre parmi des gens libres. Et si l'on comprend qu'il ne faut pas vivre à genoux, même s'il faut mourir debout, il faut partager la vérité, car la vérité est l'arme des gens libres.